Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la bataille de France par le collectif France 40. Bonjour. L'épidémie actuelle de Covid-19 ne nous permet pas d'organiser la moindre cérémonie ni la moindre commémoration. Or, comme vous savez peut-être, 2020 marque les 80 ans de la bataille de France. Pour cette raison, la section R du collectif France 40 a décidé d'organiser une commémoration virtuelle sur le site Facebook et le site du collectif France 40. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement assez important de cette campagne, à savoir la découverte par l'aviation française des colonnes de blindés allemandes dans les Ardennes. La première fois que les blindés allemands ont été repérés, ce n'est pas de notre fait, mais plutôt de celui de nos alliés britanniques. En effet, un de leurs Spitfire de reconnaissance a photographié ce qui semble être une ou deux divisions du 19e corps d'armée de Guderian le 6 mai, et un autre appareil qui a été envoyé pour vérifier cette information le 7 mai a fait de même. La première fois que notre aviation a repéré les colonnes allemandes, c'était dans la nuit du 10 au 11 mai 1940. Nous avons repéré quelques colonnes sur le territoire allemand. Ensuite, dans les nuits du 11 au 12 mai et du 12 au 13 mai 1940, notre aviation, que ce soit celle de bombardement ou de reconnaissance, a pu repérer le bouchon qui s'était formé au sud des Ardennes, juste sous la Meuse. C'est-à-dire en gros les unités du Panzergruppe von Kleist et principalement celles du 19e corps d'armée de Guderian. Le problème, c'est que ces reconnaissances-là n'ont vu que les colonnes motorisées, c'est-à-dire surtout leurs phares. Elles étaient incapables de dire quel type de véhicule composait ces colonnes. Là où c'est étonnant, c'est que si dans la nuit du 10 au 11, les Agneaux 143 qui ont repéré les colonnes n'étaient pas armés, en tout cas pas armés de bombes, dans les nuits suivantes, ils l'ont été, mais aucun d'eux ne semble avoir bombardé. C'est en tout cas les informations que nous avons aujourd'hui. La première fois que les chars allemands ont véritablement été repérés, c'était le 11 mai 1940, entre le Luxembourg et Marche-en-Famenne. Le lendemain, le 12 mai 1940, de nouveaux chars ont été repérés dans le secteur de Marche-en-Famenne par 2 vols de reconnaissance au moins. Lorsque les informations ont été transmises aux officiers de renseignement de la 9e armée, qui étaient celles potentiellement concernées par ces chars, eh bien, ils ont été accueillis avec un scepticisme proche du déni, voire de la moquerie. Dans le secteur de Bouillon, on a également repéré les chars ce jour-là, et on les a même photographiés. On les a photographiés à Bouillon et sur la route qui allait de Bouillon à Sedan, ce qui prouvait que ces blindés étaient en train de franchir la Semois. Là encore, lorsque les renseignements ont été transmis à la 2e armée, qui était cette fois-ci celle qui était concernée par ce groupement de chars, eh bien, on a également eu le même scepticisme, le même déni par rapport à ces informations. Pour les officiers de l'armée de terre, il était impossible que les chars allemands soient aussi proches des lignes françaises. Maintenant, que nous disent ces rapports de renseignement? Eh bien, dans les sources secondaires que l'on a, c'est-à-dire les livres, ce qui est le plus facile à avoir, on n'a pas de chiffres précis. Ou parfois si, mais c'est un témoignage a posteriori. C'est le cas, par exemple, dans un des récents hors-série de Héros Journal, où on a une cinquantaine, par exemple, de Panzer 38T, des Panzer II, des Panzer I, donc qui ont été donnés par le lieutenant Henri Chéry lors d'un entretien avec l'auteur, qui était Christian-Jacques Ehrengardt. Le problème, c'est lorsque l'on reprend le rapport de renseignement de ce même officier, eh bien, il ne donne pas de type de char, il ne donne pas de nombre. Il indique juste qu'il a vu des chars légers, avec des automitrailleuses, de l'infanterie, etc. Quand on regarde la synthèse des renseignements du groupe de reconnaissance de 52 qui s'affiche à votre écran, on peut remarquer que si les chars sont indiqués, on ne donne pas le type et on ne donne pas le nombre. Au mieux, on indique qu'ils sont nombreux. Ce sont donc des renseignements vagues. Et malheureusement, pour le moment, ce sont les seuls que moi j'ai retrouvés. Ensuite, vous pouvez aussi voir sur ce document
que l'on repère beaucoup de fantassins, un peu d'artillerie, des motocyclistes, bref, des éléments légers, qui sont également ceux que va repérer la cavalerie, puisque c'est avec eux, ou plutôt contre eux, qu'elle va être au contact et qu'elle va combattre. Donc ces renseignements, s'ils ont été accueillis avec un scepticisme au mieux par l'armée de terre, ils ont certainement été remontés à la zone d'opération aérienne nord. Car dans ces bulletins, on retrouve la mention des chars avec des axes d'attaque. Mais ces rapports, ou du moins les extraits qu'on peut en lire dans les sources secondaires, ils restent également assez vagues. Pour le 11 mai, on voit que l'ennemi semble préparer une action énergique. Pour le 12 mai, on nous dit que l'ennemi a fait un important effort dans la région des Ardennes, et on parle d'importantes forces motorisées et blindées. Mais on n'a aucune quantification. On ne sait pas si ce sont des chars légers, moyens ou lourds. On ne sait pas s'il y a 1, 2, 3, 7, 20 divisions. On sait juste qu'ils sont nombreux, importants. Donc, si on regarde un petit peu ce que nous donnent ces renseignements aériens, eh bien, on constate que d'une part, ils ne sont pas toujours très précis, il n'y a aucune quantité qui est donnée. Donc, pour les officiers de renseignement, c'est difficile de se faire une idée de ce que les aviateurs ont vu. Ou en tout cas, c'est difficile de traduire cela en termes de grandes unités. Autrement dit, on ne peut pas savoir, à partir de cela, que déjà 3 divisions blindées ont été aperçues, alors il en manque encore 4, et surtout, on ne peut pas savoir que c'est là que va se faire l'effort important allemand. Ces renseignements-là n'étaient donc pas suffisants pour que l'état-major se fasse une idée de ce qui se passait. D'ailleurs, si on regarde les comptes rendus du deuxième bureau du grand quartier général, eh bien, si à partir du 12 mai, ils sont capables d'identifier une attaque vers la Meuse de Sedan comme un des 3 efforts principaux allemands, ils sont incapables jusqu'au 13 de dire lequel de ces axes est celui qui est le plus important. L'autre point qui fait souvent débat, eh bien, c'est au niveau du bombardement. En effet, actuellement, comme on connaît la fin de l'histoire, beaucoup de gens regrettent que ces colonnes qui ont été repérées nuitamment par notre aviation n'ont jamais été bombardées. Donc comme je l'ai dit, les agneaux qui les ont vus emporter des bombes ne les ont pas larguées. On peut se questionner, mais on peut aussi s'interroger du pourquoi est-ce qu'on n'a pas envoyé d'autres bombardiers plus nombreux dessus. Si on revient sur la première découverte, c'est-à-dire celle du 6 et 7 mai, on se rend compte que l'Allemagne n'a pas encore attaqué la France. Mais lorsque le chef des forces aériennes britanniques en France fait remonter cette information à son autorité de tutelle, c'est-à-dire l'Air Ministry à Londres, il se heurte au même scepticisme que les observateurs en avion français lorsqu'ils remonteront leurs informations à l'armée de terre. Pour les Britanniques, il s'agit en fait d'un leurre. Donc il n'y aura pas de bombardement. Toutefois, on peut imaginer le cas où l'Air Ministry se dise que oui, effectivement, il y a danger. Et bien dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que nous, Français, nous étions extrêmement frileux à l'idée d'aller bombarder l'Allemagne, surtout si c'était nous qui bombardions les premiers. Nous, ou nos alliés britanniques, évidemment. Maintenant, revenons sur le cas du bombardement français. Le bombardement français en 1940, il est dans une situation assez précaire. La plupart de ces unités, elles sont en conversion sur matériel moderne. Au front, il n'y a que 4 groupements de bombardement moyen et 1 groupement de bombardement d'assaut. C'est assez peu. Et encore, j'ai parlé de modernisation, ce n'est pas parce qu'une unité est au front qu'elle est sur matériel moderne. Au 11 mai 1940, nous avons 22 bombardiers moyens Vioré-Olivier 451 de disponibles et 23 Breguet 693 de bombardement d'assaut disponibles, c'est-à-dire 45 avions modernes. Le reste, ce sont 38 Agneaux 143 et 16 Farman 222 disponibles. Ces appareils, ce sont des bombardiers qui opèrent de nuit. Et attention, ce n'est pas parce qu'un groupe de bombardement doit opérer de nuit
que tout son personnel est qualifié pour voler de nuit. Ce qui veut dire que dans cette force-là, eh bien, ce n'est pas parce qu'on a 38 Amio 143 qui sont disponibles qu'on pourra tous les envoyer, parce qu'on n'aura pas forcément assez d'équipage. Quoi qu'il en soit, le bombardement français, c'est grosso modo une centaine d'avions pour tout le front du groupe d'armée numéro 1. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire des choix dans les objectifs, parce que non seulement on n'a pas beaucoup d'avions, mais on peut en envoyer qu'une petite moitié de jour et le reste de nuit. Donc le 11 mai, au niveau des Ardennes, il ne se passe rien. Le 12 mai, le général Georges, qui commande le théâtre d'opération Nord-Est, va affecter une priorité à la deuxième armée pour le bombardement. Cependant, son subordonné, le général Billotte, qui lui commande le groupe d'armée numéro 1, donc l'échelon qui est entre Georges et la deuxième armée, eh bien, il ne voit pas les choses de la même façon. Alors il va changer les priorités et donner donc la priorité à l'axe Tongue-Maastricht, ce qui va avoir des conséquences assez lourdes puisque nos bombardiers d'assaut vont y subir un petit massacre, ce qui fait que le lendemain, ils ne seront pas disponibles. Toutefois, comme on a appris la chute de Bouillon, les Britanniques vont envoyer quelques-uns de leurs bombardiers légers Fairey Battles. Ils vont en envoyer 4 vagues de 3 avions qui vont en fait se suivre les unes après les autres. Ils vont envoyer 3 autres Battles dans le secteur de Neuchâteau. Sur les 15 avions qui vont donc partir à l'assaut des divisions blindées allemandes, eh bien 6 ne vont pas revenir et 2 vont rentrer tellement endommagés qu'on n'aura pas le temps de les réparer avant d'évacuer les terrains. Ce qui veut dire en gros que la moitié de la force d'assaut était perdue. Pour quel résultat? Eh bien pour un résultat très faible, puisque de toute façon, les Allemands vont quand même passer, ils vont quand même atteindre Sedan, et ils pourront quand même attaquer le lendemain. Et en plus de ça, les bombardiers ont failli tuer Guderian, puisque pendant le bombardement, eh bien, un des trophées de chasse qui était dans la chambre de l'hôtel où il avait pris position s'est décroché et a failli l'estourbir. Le 13 mai, le général Billotte va se raviser, et donc, peu avant 10 heures, il va donner la priorité pour l'usage des bombardiers à la deuxième armée. Toutefois, s'il est au courant que la situation commence à devenir un peu tendue, il estime qu'il n'y a pas le feu au lac, puisque pour lui, les Allemands ne peuvent pas mener l'assaut avant 2 ou 3 jours. Dans la réalité, il reste à attendre 2 ou 3 heures. Cependant, dans l'après-midi, la deuxième armée va signaler qu'en fait, elle n'a pas besoin de l'intervention des bombardiers dans le secteur du ravin de Givonne, où attaque la 10e division blindée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle tient les chars allemands de cette division sous le feu de son artillerie. Donc Billotte va donner la priorité à la 9e armée, où là aussi on va finir par apprendre que les Allemands ont traversé la Meuse. Dans l'après-midi, Georges a appris que les Allemands avaient traversé Aou. Il va donc demander à ce que dans la soirée, il y ait une contre-attaque terrestre qui soit appuyée par l'aviation. Seulement voilà, le temps que ces ordres arrivent aux unités, on sera le 14 mai. Et là, la situation aura changé, puisque les Allemands auront traversé la Meuse à Sedan, une contre-attaque sera prévue dans le secteur le lendemain, et requerra l'appui de l'aviation, donc la priorité ira entièrement à la deuxième armée. Alors qu'est-ce que ça a donné pour cette journée du 13 mai? Eh bien il y a eu un bombardement dans le secteur de Hou et dans le secteur de Dinant-Ciney par 10 de nos Léo 451. Donc on a envoyé très peu de bombardiers, mais en plus de ça, ils ont dû se séparer sur 2 objectifs. 4 vont revenir endommagés par la DCA, et 2 ne vont même pas pouvoir bombarder, toujours à cause de cette fichue DCA. De nuit, le groupement numéro 9 va envoyer 7 Amio à Rochefort et 2 petits Amio à Ciney.
avec des résultats sans doute pas très probants, puisque le bombardement de nuit à cette époque-là, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus précis. Dans le secteur de la 10e division blindée, même si la 2e armée a dit qu'elle n'avait pas besoin des bombardiers, on va quand même avoir 5 camions 143 du groupement numéro 10 qui vont intervenir, donc notamment sur les routes entre Sedan et Givonne et sur les routes entre Sedan et Douzy. Donc pareil, on a encore une force qui est petite, mais qui doit aussi se séparer sur 2 objectifs. Donc comme on peut le voir, les colonnes qui ont été repérées de nuit dans les Ardennes et qui étaient plus ou moins à l'arrêt n'ont pas été bombardées. Pourquoi? Eh bien d'abord parce qu'il y a eu des atermoiements du commandement. Le commandement ne savait pas forcément où vraiment attaquer. Les généraux entre eux n'étaient pas toujours d'accord et pouvaient modifier les ordres de leurs supérieurs. Et puis, comme on n'avait pas assez de bombardiers pour envoyer en divers points, on a forcément dû affecter les priorités. Et comme en plus on n'avait pas beaucoup de bombardiers, on ne pouvait pas tous les envoyer à la fois, parce qu'il fallait forcément qu'on puisse se garder une réserve pour le lendemain. Donc c'est ce qui explique pourquoi finalement on envoyait les bombardiers au dernier moment, parce qu'on les envoyait sur les points chauds. Concluons maintenant sur cette période. Eh bien, ce que l'on a vu, c'est que d'une part, les reconnaissances aériennes n'ont pas permis de vraiment voir où étaient les forts principaux des Allemands, parce que les renseignements n'étaient pas forcément assez précis, ils ne donnaient pas notamment une quantification suffisante au niveau des unités engagées. Et au niveau du bombardement, on avait un manque de moyens qui nous a obligés à affecter des priorités au secteur à bombarder. Et comme on ne savait pas quel était l'axe d'effort principal allemand, forcément ces priorités ne sont pas allées là où il aurait fallu qu'elles aillent. Maintenant, on peut imaginer qu'on ait réussi à repérer cet effort principal allemand assez tôt. Est-ce que pour autant on aurait bombardé les colonnes allemandes dans les Ardennes? Eh bien pas forcément. Parce que pour les généraux français, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les Ardennes, ce n'était pas un territoire impénétrable, c'était juste un territoire qui n'était pas favorable aux unités motorisées. Donc pour eux, les unités motorisées prises dans un bouchon, ce n'est pas forcément un problème. Parce que pour ces généraux-là, le problème, c'est qu'une fois que les Allemands sont arrivés devant un objectif, il faut qu'ils se regroupent. Ça prendrait pour eux, selon eux, plusieurs jours, et c'était certainement vrai. Et donc, durant ce temps-là, on aurait le temps d'amener des réserves. Sauf que malheureusement pour nous, les Allemands n'ont pas attendu de se regrouper avant d'attaquer. Ils n'ont pas forcément attendu que leur artillerie soit en place, ou en tout cas ait des réserves de munitions suffisantes, puisqu'ils ont fait intervenir leur aviation. Et ils ont pu attaquer dans la foulée, ce à quoi on ne s'attendait pas. Et c'est sans doute plutôt pour ça qu'on a perdu dans les Ardennes, plus que parce qu'on n'a pas forcément réussi à identifier l'axe principal d'abord pour bombarder ces fameuses colonnes ennemies. C'est tout pour aujourd'hui. Rompez les rangs!